audience publique. Le juge est juste. Nous sommes à présent de nouveau en audience publique. Je tiens à m'assurer que votre famille est bien informée du fait que vous vous trouvez actuellement à La Haye en détention dans le quartier pénitentiaire de Scheveningen. Réponse: oui, les plus proches au sein de ma famille sont au courant. Question: y a-t-il dans votre famille des proches ou des moins proches que vous aimeriez informer de votre transfert ici et de votre situation de détenu à La Haye? Réponse: je vous remercie, mais tous ceux qui doivent le savoir sont au courant. Question: votre ambassade, c'est elle que vous vous trouvez actuellement à La Haye en état de détention? Réponse: mon voyage a été organisé par le gouvernement de l'État de Serbie-Monténégro. Des représentants de ce gouvernement m'ont accompagné à l'aéroport. 2 ministres m'ont escorté jusqu'à l'avion. Et hier, le représentant du gouvernement de Serbie-Monténégro m'a rendu visite au centre de détention. Le juge est juste. Si vous avez besoin maintenant ou à une date ultérieure de contacter un quelconque représentant de votre ambassade, je vous prie de ne pas hésiter à me le faire savoir. L'accusé: oui, merci. Le juge est juste. Monsieur Borchanin, je vais bientôt vous prier de vous rasseoir, mais avant de le faire, je tiens à vous dire que, comparaissant devant ce tribunal, tout accusé, y compris vous, bien entendu, à compter du jour où il est placé en détention et jusqu'à la toute dernière seconde du procès, quel que soit le moment de la fin du procès, tout accusé, par conséquent, jouit d'un certain nombre de droits. Certains sont des droits matériels, d'autres sont des droits en matière de procédure. Mais notre statut, qui a été adopté par le Conseil de sécurité des Nations unies, définit ces droits dans 2 articles principalement, les articles 20 et 21 du statut. Et je vais à présent demander à Madame la greffière de donner lecture intégrale de ces 2 articles du statut. Vous entendrez bien sûr l'interprétation de ces articles, après quoi je vous demanderai si vous êtes tout à fait conscient de l'importance des droits qui sont les vôtres. Vous pouvez vous asseoir. Réponse: vous voulez que je vous donne mon avis maintenant? Le président, le juge juste: non, non. Attendez, rasseyez-vous et il va vous être donné lecture de ces 2 articles. Madame la greffière, veuillez lire ces articles. Réponse: oui. Article 20. Ouverture et conduite du procès. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée. 2. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au tribunal international. 3. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès. 4. Les audiences sont publiques, à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos,
conformément à ses règles de procédure et de preuve. Article 21. Les droits de l'accusé. 1. Tous sont égaux devant le tribunal international. 2. Toute personne contre laquelle les accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement sous réserve des dispositions de l'article 22 du statut. 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut. 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes. A. À être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. B. À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. C. À être jugée sans retard excessif. D. À être présente au procès, à se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. E. À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. F. À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. G. À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. I thank you, Madame Registrar. Mr. Le président, merci Madame la greffière. Monsieur Borovchanin, je vais vous demander de vous relever une fois de plus. You have heard, Madame Registrar. Vous venez d'entendre ces deux articles que vous a lus la greffière d'audience, dans lesquels se retrouvent, comme je vous l'avais dit, les droits dont vous bénéficiez dans ce tribunal. J'ai entendu et j'ai compris, oui. Avant de venir au tribunal, est-ce que vous connaissiez l'existence de ces articles? Someone has, I take it. Je suppose que quelqu'un vous aura expliqué l'importance que ces articles revêtent. Oui, j'ai vu plusieurs des procès qui se sont déroulés ici à la télévision, donc j'avais des informations suffisantes. Très bien. Monsieur, est-ce que vous avez reçu copie de l'acte d'accusation dans votre langue? Have you read it? Oui. Vous l'avez lu? Have you understood it? Oui. Vous l'avez compris? Oui. I take it that you are fully. En d'autres termes, je suppose que vous êtes tout à fait au courant de la nature et de l'étendue des chefs d'accusation, des 6 chefs d'accusation retenus contre vous dans l'acte d'accusation. Oui. Now, you, as I explained, Je vous l'ai déjà expliqué. Vous avez le droit de demander la lecture intégrale de l'acte d'accusation. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez renoncer à ce droit. in that case, Auquel cas, le résumé que je vous ai fait auparavant suffira. Même si, en réalité, ce résumé n'est pas exigé en droit. Mais pour le moment, ce résumé suffirait. further, Mr. Avant d'aller plus loin, je vous demande, Monsieur Borovchanin, si vous voulez qu'il y ait lecture intégrale de l'acte d'accusation ou si vous renoncez à ce droit. Monsieur le juge, je renonce au droit d'entendre lecture intégrale de l'acte d'accusation. Très bien. Nous arrivons maintenant à la partie principale de l'audience d'aujourd'hui.
Maintenant, je vais vous demander de vous prononcer, de plaider coupable ou non coupable s'agissant de chacun des 6 chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation. Vous avez le choix. Vous pouvez vous prononcer aujourd'hui et vous pouvez plaider coupable ou non coupable. Il vous est également loisible de décider de ne pas vous prononcer aujourd'hui, mais de le faire plus tard. Dans ce cas, vous aurez tout au plus un délai de 30 jours pour le faire. Either today or later on. Que ce soit aujourd'hui ou plus tard, mais surtout au cas où ce serait plus tard, plus exactement dans ce délai de 30 jours, vous décidez de garder le silence, c'est-à-dire de ne pas vous prononcer du tout. À ce moment-là, c'est moi qui vais le faire pour vous. Et ce sera un plaidoyer de non-culpabilité. Avez-vous compris les 3 possibilités qui vous sont données? J'ai compris, oui. Fort bien. Les interprètes vous demandent de parler un peu plus fort, d'essayer de parler plus directement dans le micro, dans la mesure du possible. Êtes-vous prêt à plaider au regard des chefs contenus dans l'acte d'accusation, au regard des 6 chefs aujourd'hui, ou voulez-vous le faire plus tard? Monsieur le juge, j'ai compris l'acte d'accusation. Mais étant donné que le statut du défenseur que j'ai proposé n'est toujours pas réglé, je ne suis pas en mesure de me prononcer aujourd'hui sur ce point. Vous avez tout à fait le droit de prendre cette décision. Je le répète une fois de plus pour que tout soit clair. Vous avez 30 jours au maximum pour le faire. À cette fin, personnellement, moi-même ou un autre juge de ma chambre de première instance, la chambre 2, présidera au débat ou aux travaux, ou plus exactement à la poursuite de cette comparution initiale, pour qu'il y ait une deuxième comparution initiale. Mais si vous voulez vous prononcer plus tôt, avant que ce délai n'arrive à son terme, vous pourrez le faire. Mais en général, dans de telles circonstances, c'est le dernier jour, dans ce délai de 30 jours, que se tient la deuxième comparution initiale. That you are charged with. Les chefs retenus contre vous, je les ai mentionnés déjà, mais pour que l'opinion publique soit informée, je voudrais donner davantage de détails. Premier chef, complicité dans le génocide, je l'ai déjà dit, sanctionné par les articles 4.3e, notamment du statut du tribunal. Et vous voyez votre responsabilité pénale individuelle engagée, mais aussi vous avez votre responsabilité en tant que supérieur hiérarchique en application de l'article 7.1 du statut qui est engagé. Deuxième chef, extermination, crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 du statut. Mais ici aussi,
interviennent les deux formes de responsabilité pénale individuelle qui vous sont attribuées en vertu des articles 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Troisième chef, chef d'assassinat, meurtre, crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5A du statut du tribunal, mais ici aussi, la responsabilité pénale individuelle qui vous est attribuée par l'acte d'accusation se fonde sur les articles 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Quatrième chef, là aussi une accusation de meurtre, mais qui représente ici une violation des lois aux coutumes de la guerre, sanctionnée elle aussi par l'article 3 du statut. Là aussi sont invoqués les articles 7.1 et 7.3 du statut pour ce qui est de votre responsabilité. Cinquième chef, celui de persécution, crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5H du statut. Une fois de plus, les deux alinéas 1 et 3 de l'article 7 du statut sont invoqués. Sixième chef, acte inhumain, transfert forcé, crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5I du statut du tribunal, mais ici aussi les articles 7.1 et 7.3 sont invoqués. You may sit down. Thank you. Je vous remercie, monsieur. Vous pouvez vous rasseoir. There are a few final things that Quelques dernières choses qu'il me faut préciser. Monsieur Borovchanim, j'aimerais tout d'abord appeler votre attention sur l'article 63 de notre règlement de procédure et de preuve. Voyez surtout le premier paragraphe de cet article. Il y est dit que l'interrogatoire d'un accusé par le procureur, et quand je dis le procureur, je ne pense pas uniquement à Madame Carla Del Ponte, ça pourrait être toute personne qui travaille au bureau du procureur. Je reprends l'article. L'interrogatoire d'un accusé par le procureur, y compris après la comparution initiale, ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil, à moins que l'accusé n'ait volontairement et expressément renoncé à la présence de celui-ci. Si l'accusé exprime ultérieurement le désir de bénéficier de l'assistance d'un conseil, l'interrogatoire est immédiatement suspendu et ne reprendra qu'en présence du conseil. Fin de citation. Retenez aussi ce que dit le deuxième paragraphe de l'article 63, à savoir que l'interrogatoire ainsi que la renonciation à l'assistance d'un conseil sont enregistrés sur bande magnétique ou sur cassette vidéo, conformément à la procédure prévue ailleurs à l'article 43, qu'il ne m'est pas nécessaire de vous lire. Le procureur, préalablement à l'interrogatoire, informe l'accusé de ses droits conformément à l'article 42A 3 petit i. C'est là un article important de notre règlement. Je m'explique. Chaque fois que vous êtes interrogé par le procureur, ce dernier a le devoir de vous informer de vos droits, notamment le droit de garder le silence et d'être averti que chacune de vos déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme un moyen de preuve.
After this initial Après cette comparution initiale, je ne veux pas dire nécessairement après la journée d'aujourd'hui, mais au cours des quelques jours qui vont suivre, en tant que président de la Chambre de première instance numéro 2, je vais désigner un juge de la mise en état qui va tout d'abord prévoir une conférence de mise en état qui doit se tenir dans un délai commençant à courir à partir de la fin de la comparution initiale et qui est de 120 jours, conformément à l'article 65B. 65A, ce que j'interprète du règlement. Et donc, ce sera seulement la première de nombreuses conférences de mise en état si vous plaidez non coupable. Pourquoi tenons-nous de telles conférences de mise en état? Eh bien, pour organiser les échanges qui doivent se faire entre les parties sur plusieurs points. Il y a notamment la question de communication de documents, la question de la mise en état de l'affaire. Nous voulons aussi, ce faisant, permettre d'accélérer la préparation en vue du procès. Ce n'est pas un élément à sous-estimer parce que ça vous donne à vous, ainsi qu'au juge de la mise en état, l'occasion de vous voir en chair et en os. Le juge de la mise en état veillera à ce que vous soyez bien traité au quartier pénitentiaire et ce juge sera à l'écoute de tout grief que vous pourriez avoir, de toute demande que vous voudriez formuler. C'est là la raison d'être de ces conférences de mise en état périodiques. C'est réglementaire. Tous les 120 jours, au plus tard, il y a une conférence de mise en état. Personnellement, j'ai signé une ordonnance le 1er avril qui vous placez en détention. Vous allez demeurer pour le moment en détention. Cependant, vous pouvez invoquer l'article 65 du règlement pour déposer une requête de mise en liberté provisoire. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement il y sera fait droit. Il est peu probable qu'une mise en liberté provisoire soit accordée dans un premier temps de la procédure. Mais si vous le voulez, vous pouvez déposer une requête aux fins de mise en liberté provisoire quand vous voulez. Et vous pouvez le faire personnellement, vous-même si vous voulez, dans l'attente d'un conseil qui vous aurait été commis. Le fait que vous n'avez pas encore de conseil commis à votre affaire, ceci ne devrait pas constituer un obstacle si vous souhaitez demander la mise en liberté provisoire, si vous en veniez à conclure que c'est là ce que vous voulez faire. Bien entendu, si vous avez un conseil qui vous est commis, c'est ce conseil qui s'en chargera. Il sera à même de vous aider. Mr. McCloskey. Monsieur McCloskey, je vais dire ce que je dis chaque fois que je fais une comparution initiale et je sais que vous êtes parfaitement au courant de cela. C'est un simple rappel. Je vous rappelle l'article 66A. En vertu de cette disposition, vous devez fournir au Conseil de la défense, dans une langue comprise par l'accusé, toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation qui se trouvaient dans le dossier au moment de la confirmation, et ceci dans un délai de 30 jours à courir à partir de la comparution initiale, qui ne se termine pas aujourd'hui ici en l'occurrence,
il y aura une nouvelle comparution initiale et c'est seulement à la fin de celle-ci que commencera à courir ce délai. Monsieur Borovchanin, quant à vous, je vous rappelle l'existence de l'article 72A du règlement de procédure et de preuve. Celui-ci prévoit un délai de 30 jours et au cours de ce délai, vous êtes censé, pour autant que vous souhaitiez le faire, déposer toute exception préjudicielle. Exception mentionnée dans cet article. Et ceci dans un délai de 30 jours là aussi, après réception des pièces jointes, comme le prévoit l'article 66A. Mais je le répète, ne vous préoccupez pas de cette question ni aujourd'hui ni demain, car un temps certain va s'écouler avant que ne soient communiqués tous les documents que doit vous communiquer l'accusation. Mais croyez-moi sur parole, il y aura automatiquement un retard qui sera reporté s'il y a un retard pris dans la commission d'office du Conseil. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je souhaitais dire. Vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur McCloskey? Réponse: non, merci, Monsieur le juge. Le juge, je vous remercie. Monsieur Borovchanin ou Madame Rohan, je m'adresse à vous deux. Voulez-vous évoquer un point particulier? Your Honor. Non, merci, Monsieur le juge. Monsieur Borovchanin? Non, merci, Monsieur le juge. Standing up. Puisque vous êtes debout, j'ai une dernière question à vous poser. C'est un devoir qui m'incombe et que je respecte. Je veux m'assurer que depuis le début de votre détention sous la garde de ce tribunal, notamment au cours du transfert et à la suite de ce transfert, je veux m'assurer, disais-je, que à tout moment vous avez été bien traité. Monsieur le juge, pendant toute la durée du transfert et jusqu'au moment actuel, je ne peux dire qu'une chose, c'est que les conditions d'hébergement au centre de détention et toutes les autres conditions sont à un niveau très élevé de qualité. Je vous remercie. Il était important que je le sache. Je pense que pratiquement toutes les personnes qui sont venues ici l'ont confirmé, à une seule exception près. Je pense que je n'ai rien à ajouter. Il y aura une nouvelle comparution initiale en temps utile et vous en serez avisé dans les temps. Je vous remercie. Ceci termine la comparution initiale.